Bonjour, le professeur Lançon. Je vais vous traiter aujourd'hui de la question des dyskinésies tardives, essentiellement les dyskinésies tardives liées au traitement neuroleptique. Alors, pourquoi traiter cette question? Ben, Tout d'abord parce que les dyskinésies tardives sont un effet secondaire des neuroleptiques souvent sous-évalués et méconnus à la fois des patients, parce que les dyskinésies tardives s'accompagnent souvent de ce qu'on appelle une anosognosie, mais aussi et surtout des soignants. Et pourtant, ces dyskinésies tardives ont des conséquences cliniques importantes, impactent grandement le vécu psychologique et cognitif des patients et sont source parfois de souffrance et de dommages pour les personnes qui reçoivent des neuroleptiques au long cours, en tout cas certains d'entre eux. Enfin, dernière chose, les dyskinésies tardives, c'est un effet secondaire des neuroleptiques, mais c'est comme tout effet secondaire, il peut être anticipé et prévenu. Ça fait partie des bonnes pratiques cliniques de pouvoir éviter absolument l'apparition des dyskinésies tardives et de les prendre en charge et les traiter dès qu'elles apparaissent. Ce qui n'est pas tout à fait simple, vous le verrez, parce que le repérage des dyskinésies tardives n'est pas toujours aisé et la connaissance de ces manifestations n'est pas courante. Alors j'ai choisi un plan très simple, la clinique, puis ensuite l'épidémiologie, puis enfin comment on fait en pratique. C'est comme ça que nous allons essayer de traiter cette question. Alors qu'est-ce que c'est les dyskinésies tardives ou la dyskinésie tardive? Ce sont des troubles du mouvement, qui sont caractérisés par des mouvements qui sont involontaires, répétitifs et sans but, et qui intéressent généralement la région orofaciale, mais pas que. Et puis un élément important, c'est que souvent en clinique, c'est assez compliqué de faire la part entre dyskinésie tardive et d'autres choses, puisque ces mouvements s'accompagnent euh, d'autres mouvements neurologiques souvent, et donc faire la part des choses est assez difficile si on n'est pas entraîné. Bien évidemment, on parle de dyskinésie tardive lorsque leur apparition de ces mouvements involontaires est retardée par rapport à la prescription des traitements neuroleptiques. En général, ils apparaissent, ces mouvements anormaux, après plusieurs semaines, en général même plusieurs mois, chez les gens qui reçoivent des traitements, essentiellement des traitements qui bloquent les récepteurs à la dopaminergique, euh, mais ce n'est pas les seuls médicaments, dont les neuroleptiques sont quand même les représentants principaux. Je l'ai déjà dit, je le redis ici, c'est très important. Donc, les dyskinésies tardives entraînent une altération importante du fonctionnement quotidien. Ils sont associés à une très mauvaise qualité de vie en général, et puis, bien sûr, ils retentissent sur l'observance des traitements. Dernière chose, les dyskinésies tardives, lorsqu'elles sont présentes, parfois sont définitives, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ne disparaîtront pas à l'arrêt des traitements qui les ont causés, et souvent elles justifieront des traitements supplémentaires. C'est une complication qu'il faut bien sûr anticiper. Continuons sur la clinique, les dyskinésies tardives, donc c'est des mouvements involontaires sans finalité, irréguliers et répétitifs, qui vont pouvoir toucher tous les segments du corps. Ils n'ont pas de caractéristiques rythmiques, c'est pour différencier du tremblement, et l'élément le plus typique historiquement et caractéristique en clinique, c'est ce qu'on appelle le syndrome facio-bucco-lingo-masticateur, qui touche donc la face, la bouche, la langue et les muscles masticateurs. Les mouvements qui vont apparaître, ces mouvements involontaires sont variables. Ils peuvent toucher les lèvres, les mouvements des lèvres, des mouvements de la langue. Il faudra examiner de façon très précise la langue et les mouvements de la langue des patients. D'ailleurs, quand ils parlent, on s'en rendra rapidement compte si on les observe. C'est très important d'observer les malades en psychiatrie, pas seulement de les écouter. Ça pourra toucher les mâchoires et ça pourra donner donc des mouvements qui sont des mouvements un peu euh, euh, stéréotypés, mais irréguliers, qui donneront soit des moments de pincement, de mou, de rétraction de la langue, de claquement de la langue, de sucement des lèvres, de léchage, avec ce qu'on appelle une protraction de la langue, sortie de la langue de la bouche, des mouvements de mâchonnement, enfin, un certain nombre de mouvements. Je ferai une vidéo sur ces mouvements pour vous montrer ce que cela veut dire de manière réelle. C'était quelques mots pour les décrire. Alors, ces mouvements touchent dans la forme la plus commune la hémiphase supérieure, mais elles peuvent toucher aussi la musculature cervicale, les muscles respiratoires, les muscles dorsaux lombaires, les membres,
et elles peuvent entraîner ce qu'on appelle un blépharospasme, un torticolis, un redressement du tronc, des troubles de la respiration qui peuvent être très brillantes et irrégulières. Ces mouvements, ils peuvent aussi, et donc ces dyskinésies des muscles respiratoires entraîner des manifestations qui peuvent être prises pour l'angoisse et l'anxiété docteur. On peut avoir ce qu'on appelle un pianotage des doigts, des mouvements des extrémités. Donc là encore, il est très important de pouvoir euh, regarder et examiner le patient. Et quand on est derrière un bureau, c'est pas toujours très facile de repérer les mouvements des extrémités. On peut enfin avoir des mouvements des chevilles et des orteils. Donc il est de bonne clinique d'examiner de haut en bas l'ensemble des muscles et des mouvements de la présence chez un patient qui reçoit un traitement neuroleptique. Bien sûr, ces mouvements ils peuvent coexister avec d'autres troubles neurologiques, hein, les dystonies, le syndrome parkinsonien, la cathysie, je vous renvoie à ces questions. Ces mouvements ils disparaissent pendant le sommeil, donc ils ne sont pas présents la nuit, et ils disparaissent lorsque les patients sont en dehors de facteurs de stress et ils vont augmenter lorsqu'ils auront un stress ou lorsqu'on leur demandera de faire des tâches intercurrentes. Là encore, je ferai une vidéo sur l'examen clinique et on essaiera de vous montrer comment on peut les mettre en évidence. Et puis, ce qu'on appelle la nosognosie, c'est que bien souvent, les patients ont une méconnaissance, partielle en tout cas, pas totale, de l'existence de ces mouvements et de leurs conséquences. Ces mouvements, ils ont une grande répercussion sur les interactions sociales, puisque ça vous donne des genres de tics pour les autres, de grimaces ou de mouvements un peu étranges, et donc ça va accentuer le caractère bizarre de certains patients, et donc interagir avec les autres et aggraver la stigmatisation. Je l'ai déjà dit, je le redis ici, trois travaux cliniques sont souvent mélangés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les dyskinésies tardives, hein, les mouvements choréiformes, qui sont des mouvements spontanés irréguliers, qui donc intéressent la face, c'est en gros les mouvements de dyskinésie tardive, peuvent être donc associés en clinique à des mouvements qu'on appelle dystoniques, qui sont des mouvements qui entraînent par exemple des attitudes de tension, et puis bien évidemment la question de la cathysie tardive, j'ai déjà dit, je vous renvoie à la question. Donc en clinique, c'est assez parfois complexe de faire la distinction entre ces différents mouvements. Ce n'est pas qu'une distinction académique, puisque certaines prises en charge thérapeutiques sont différentes pour la cathysie, par exemple, que pour les dyskinésies tardives, mais ce n'est pas tout à fait l'élément le plus important dans ce cours aujourd'hui. Bien évidemment, comme toujours en clinique, en psychiatrie, en médecine, il faut rechercher des étiologies qui ne sont pas seulement liées au traitement dopaminergique ou neuroleptique. Alors, je vous ai mis ici un tableau et je vous renvoie à la très bonne revue de la littérature faite dans l'encéphale que je vous ai citée ici. De très nombreuses pathologies du système nerveux d'abord peuvent entraîner des éléments choréiformes et pouvant être semblables à une dyskinésie tardive des neuroleptiques. Donc il faudra bien évidemment faire un examen neurologique et aussi ne pas hésiter à demander l'avis d'un neurologue et faire des examens complémentaires. D'autres maladies comme des maladies auto-immunes, dans le lupus, ou des maladies comme la maladie de Weston, ou des maladies métaboliques, ou des facteurs toxiques, l'intoxication au monoxyde de carbone, un certain nombre de substances, et puis bien évidemment il y a ce qu'on appelle les mouvements anormopsychogènes qui sont un diagnostic d'élimination si vous voulez. Donc il faudra faire un bilan neurologique complet, un bilan biologique, inflammatoire et ne pas hésiter à faire des explorations auto-immunes, et puis un bilan toxique surtout sur les intoxications au monoxyde de carbone, au cyanure, enfin un certain nombre de substances. Et face à une dyskinésie tardive, l'apparition de dyskinésie tardive, en dehors des phénomènes de prévention, vous serez contraint et obligé de faire un bilan étiologique, puisque les neuroleptiques ne sont pas les seuls responsables de ces complications. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'épidémiologie des dyskinésies tardives? Alors, la première chose qui est importante à avoir à l'esprit, c'est que ces dyskinésies tardives sont associées aux neuroleptiques, mais bien avant que les neuroleptiques soient utilisés chez les patients psychiatriques et pas seulement. Dans la littérature, il y avait déjà, depuis
très longtemps des cas rapportés de mouvements anormaux chez des patients psychiatriques, et ces mouvements anormaux ressemblaient, pour une partie d'entre eux, à des dyskinésies précoces ou tardives et des signes moteurs parkinsoniens. Dans l'œuvre du pape psychiatrique du XXe siècle, Kraepelin, c'était déjà décrit. Ça a d'ailleurs conduit un certain nombre d'auteurs à penser que finalement ces perturbations qu'on appelle idiopathiques extrapyramidales étaient impliquées, étaient intrinsèques à la physiopathologie des troubles psychotiques et schizophréniques, et que les médicaments antipsychotiques, d'une certaine façon, ne faisaient que révéler ces dysfonctionnements moteurs qui étaient essentiellement liés à des dérégulations des noyaux gris centraux. Voilà, c'est une idée qui est encore très importante et qui est d'ailleurs largement étudiée. Et cette idée, elle a un peu aussi contaminé le fait que finalement, pendant longtemps, les neuroleptiques, ça devait donner des effets extrapyramidaux. C'était un peu genre de pensée circulaire, j'y reviendrai dans un autre cours. Ça, c'est un tableau récapitulatif. On voit une étude qui a été publiée dans Psychologie et Médecine, qui est une bonne revue, dans laquelle les auteurs ont essayé de recenser l'ensemble des mouvements anormaux chez des patients psychiatriques sans traitement, et ont essayé de mettre en évidence l'incidence. Et vous pouvez voir par exemple dans l'étude de Chong en 2005, qui porte sur 174 patients, qui sont des patients souffrant de schizophrénie ou de troubles schizoaffectifs, que 2% ont spontanément des manifestations parkinsoniennes, ce qui n'est pas tout à fait nul. Et puis si on prend l'étude de Honor en 2005 sur 167 patients, là encore souffrant de pathologies schizophréniques ou de troubles schizoaffectifs, eux, ils rapportent 26% de manifestations parkinsoniennes spontanées, 4,2% de dyskinésie et 6% d'acathysie. Donc on peut toujours discuter ces études. La grande difficulté, c'est comment on met en évidence et on fait le diagnostic de ces effets neurologiques, la qualité des examens qui ont été employés, est-ce qu'on emploie des échelles standardisées, à quel moment on les examine, hein. Il faut bien être conscient que les effets, les manifestations neurologiques comme le syndrome parkinsonien, les dyskinésies, l'acathysie sont des manifestations fluctuantes au cours de la journée d'un jour à l'autre. Bon, tout ça montre quand même que chez des patients recevant une étiquette de trouble psychiatrique, il existe chez une proportion non négligeable d'entre eux des manifestations déjà motrices, extrapyramidales, présentes bien avant la prescription d'un traitement, ce qui pour la clinique a un certain nombre de conséquences. D'une part, rechercher chez ces patients des facteurs autres qu'un diagnostic psychiatrique, et aussi une certaine prudence chez ces patients à prescrire des médicaments. Tous les neuroleptiques ne sont pas dans ce cas, hein, d'ailleurs, des médicaments qui pourraient aggraver ou entraîner des effets extrapyramidaux, dont les dyskinésies tardives, qui sont une des conséquences à long terme les plus importantes de ce type de médicaments. Alors, deuxième chose sur l'épidémiologie, là, c'est l'épidémiologie des patients recevant des traitements. Si on fait une revue de la littérature, il y en a un certain nombre qui ont été faites au cours des 30 dernières années. La prévalence de ces dyskinésies tardives, elle est entre 16 et 50%, donc elle est très variable. Et l'incidence, elle est estimée à environ 5%. Puis, si on suit les patients il y a des études qui ont suivi les patients sur plus de 20 ans, l'incidence elle est de 5% la première année, à peu près de 10% la deuxième année, et puis elle atteint 25 à 40% au moins après 10 ou 20 ans d'exposition au traitement. Donc plus on est exposé longtemps au traitement neuroleptique, sans mesure de prévention, plus on a de risque de voir apparaître une dyskinésie tardive. Voilà. Donc si on veut tirer une conclusion de cette prévalence variable, c'est sûrement lié à des différences d'évaluation, à la fluctuation des dyskinésies, et puis aussi au fait que parfois les dyskinésies tardives, elles sont masquées en partie par les effets parkinsoniens hypokinétiques des médicaments antipsychotiques. Alors, grande question, est-ce que les neuroleptiques de seconde génération, c'était comme ça la grande idée au départ, c'était finalement les neuroleptiques de première génération, un de leurs grands problèmes, c'était les effets extrapyramidaux, qui sont quand même
une saloperie pour dire les choses assez brutalement. Est-ce que les neuroleptiques de seconde génération entraînent moins de dyskinésie tardive? Alors, dans les méta-analyses et les revues correctement conduites, on peut voir que, par exemple, dans la méta-analyse de Corel et Schenk en 2008, la prévalence des dyskinésies tardives, elle est à peu près de 32% sous neuroleptiques classiques et seulement de 13% sous antipsychotiques de seconde génération, et avec une incidence qui passe de 5,5 à 3,9. Donc on a en moyenne, si on pense que la classe des neuroleptiques de seconde génération est homogène, ce que je ne crois pas, de toute façon un intérêt à prescrire ces médicaments car ils entraînent nettement moins de dyskinésie tardive. Si on étudie les patients qui n'ont jamais reçu de neuroleptique, parce que c'est toujours la question quand on prescrit un neuroleptique de seconde génération, on ne sait pas quelle est la part des effets neurologiques du médicament antérieur et du médicament qu'on a prescrit. Donc si on étudie chez les patients qui n'ont jamais reçu de traitement neuroleptique, la différence entre neuroleptique atypique, neuroleptique de seconde génération et neuroleptique de première génération, ben là, on voit de façon très nette que les médicaments de seconde génération entraînent beaucoup moins de dyskinésie tardive chez les patients, chez ces patients. Parmi les neuroleptiques de seconde génération, il y a deux médicaments qui ont montré leur intérêt dans le fait d'induire beaucoup moins de dyskinésie tardive, bien évidemment la clozapine et puis aussi la quetiapine. On explique cela par des actions sur certains récepteurs dopaminergiques différents pour ces médicaments qui agiraient plus sur le récepteur D4 que le récepteur D2. C'est des éléments de pharmacodynamique qui peuvent être utiles pour comprendre les effets neurologiques de ces médicaments, en partie. Voilà, donc ça aussi c'est un tableau, c'est une étude qui a essayé de recenser l'ensemble des études qui a été publiée en 2018 sur neuroleptique atypique contre neuroleptique typique et qui montre très clairement que les neuroleptiques atypiques, lorsqu'ils sont comparés aux neuroleptiques typiques, entraînent beaucoup moins de dyskinésie tardive. C'est l'effet qui va vers la droite de ces données, hein, qui approche 1 sur ce tableau, et donc qui montre la taille d'effet. Alors, quels sont les facteurs de risque des dyskinésies tardives? C'est quelque chose de très important à prendre en compte, en dehors du neuroleptique. Donc il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables, qui sont liés aux patients, le fait d'être âgé, les sujets âgés, c'est des patients qui ont des forts risques de devoir développer des dyskinésies tardives. Il y a un deuxième facteur qui est important, c'est le sexe féminin. Donc il faudra être plus prudent chez les patients de sexe féminin. Il y a des éléments ethniques qui sont retrouvés dans les publications, et puis des éléments largement génétiques, comme pour les gènes impliqués dans le métabolisme de la dopamine, et puis bien sûr les questions de cytochrome P450. Il y a des éléments qui ne sont pas modifiables, qui sont liés à la maladie. Les troubles de l'humeur sont des troubles favorisant l'apparition des dyskinésies tardives. Les troubles cognitifs, la durée bien sûr de la maladie, qui est un élément important, la présence de manifestations négatives primaires dans la schizophrénie, qui renvoie à l'idée que finalement il y a dans les troubles schizophréniques certains patients qui souffrent de maladies euh, entre guillemets organiques ou neurologiques, et puis les patients qui présentent des retards intellectuels ou des dommages ou des troubles cérébraux. Donc ça, c'est des éléments de clinique qui sont non modifiables. Puis il y a évidemment des facteurs de risque tout à fait modifiables, les comorbidités, le fait de fumer, l'usage d'alcool, bien sûr, l'usage de substances, le diabète. Voici ici une synthèse et une liste de tous les éléments qu'il faut prendre en compte comme facteurs de risque. Donc l'âge, le sexe, la pathologie, l'usage de toxiques, hein, alcool, cocaïne, bien sûr, l'existence de syndrome extra-pyramidaux avant la prescription, les vulnérabilités qu'on appelle neurodéveloppementales, donc les atteintes liées aux noyaux gris centraux par exemple, et puis certains médicaments, des posologies élevées, la durée du traitement, certaines classes de neuroleptiques classiques comme les phénothiazines et les butyrophénones sont des médicaments qui exposent plus fortement au risque de dyskinésie tardive. La question de l'association, plus vous associez des neuroleptiques
Et plus vous associez des neuroleptiques de première génération, plus vous augmentez le risque de dyskinésie tardive. Et puis il y a toute la question de l'exposition intermittente et l'interruption brutale, plus la reprise des neuroleptiques, est dans bon nombre d'études rapporté comme étant un facteur de risque de dyskinésie tardive. Donc là encore, il est important de travailler sur l'observance et de prévoir des plans d'arrêt et des plans de reprise avec les patients pour anticiper ces phénomènes qui, au long cours, peuvent exposer à des complications parfois difficiles comme les dyskinésies tardives, surtout si vous utilisez des neuroleptiques classiques ou de première génération comme les butyrophénones, c'est-à-dire l'aldol par exemple. Alors tout ça conduit ces facteurs de risque à réfléchir à des facteurs de prévention, bien évidemment. Grande prudence chez les sujets âgés, ça veut dire posologie beaucoup plus faible, examen neurologique fréquent, hein, grande prudence. Grande prudence chez les personnes de sexe féminin, grande prudence lors de troubles euh, euh, affectifs, faire attention à prescrire, et peut-être même ne pas prescrire de neuroleptiques dans ces situations-là. Et puis bien évidemment, s'il y a des troubles cognitifs, s'il y a des troubles négatifs primaires, et s'il y a des retards intellectuels ou des troubles cérébraux. Deuxième élément à prendre en compte avant de prescrire et ou pour éviter la survenue de dyskinésie tardive, donc là c'est directement de la responsabilité entre guillemets du prescripteur et ça doit être impliqué dans les plans de traitement entre guillemets et le travail qu'on peut mettre en place autour de la prescription d'un médicament dopaminergique comme les neuroleptiques. Il faut faire attention au tabac et travailler sur le tabac. Plus vous êtes intoxiqué au tabac, plus euh, vous aurez potentiellement des risques de voir développer des dyskinésies tardives. Bien évidemment, la question de l'alcool, c'est un élément majeur. L'alcool en lui-même entraîne des dommages cérébraux. L'usage des substances, c'est surtout, par exemple, les substances comme la cocaïne, et puis prendre en compte des facteurs médicaux comme le diabète. Et donc, on voit qu'ici, il faut pas seulement prescrire les médicaments, mais se préoccuper de l'ensemble à la fois des conduites addictives et des états somatiques. Bien, deux autres éléments à prendre en compte, les questions des anticholinergiques, c'est de mauvaises pratiques de prescrire des anticholinergiques au long cours. Et puis, lorsque vous avez un syndrome parkinsonien, des dystonies aiguës au début du traitement, c'est aussi un élément qui doit vous alerter sur la potentialité de survenue de dyskinésie tardive. Donc tout ce que vous mettrez en place de façon adaptée et satisfaisante pour éviter les effets extra-pyramidaux protégeront en partie au long cours les patients de ces complications. Voilà, donc ça je l'avais déjà dit. Donc attention au syndrome parkinsonien et aux médicaments coprescrits. Alors la prise en charge, elle est à la fois simple et complexe. Elle est d'abord centrée sur la prévention. Bon, je vous renvoie à l'article par exemple de Varten de 2011. Donc premièrement, privilégier la monothérapie et une monothérapie de neuroleptiques atypiques de seconde génération, et ils ne sont pas tous équivalents. Il faut faire attention aussi qu'il y a de nombreux médicaments qui ont des neuroleptiques masqués dans leur composition, ou qui sont des neuroleptiques d'une certaine façon, comme certains antiémétiques, la métoclopramide, certains somnifères, certains traitements hormonaux des bouffées de chaleur, certains antivertigineux et certains antimigraineux. J'en ai mis des noms ici. Il faut, troisième chose, quand on prescrit un médicament et un médicament neuroleptique, bon ça c'est de la pratique clinique, mais il est clair que quand on examine les patients que 2 fois par an, on n'est pas dans cette situation-là. Il faut donc rechercher de manière régulière, au moins tous les 6 mois, et sûrement plus fréquemment les symptômes évocateurs de troubles extrapyramidaux et de dyskinésie tardive, au repos d'abord, puis ensuite après une tâche, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les dyskinésies tardives, elles augmentent lors des tâches, donc par exemple lors de la marche, une épreuve qu'on appelle douanée, de flexion, enfin, je vous renvoie à l'examen neurologique. Elle doit être cette évaluation régulière, et puis elle doit conduire à évaluer régulièrement la nécessité de poursuivre le traitement. C'est une question qui doit toujours se poser. Les patients ont parfaitement le droit, et c'est parfaitement justifié de vous poser cette question, et de poser ce type de questions, réévaluer les posologies, et puis surtout essayer d'avoir une monothérapie à une posologie minimale efficace. Donc je l'ai déjà dit, préférer les neuroleptiques de seconde génération au premier, c'est un élément
très très important dans le choix du traitement, puis éviter les anticholinergiques. Quand les dyskinésies tardives apparaissent, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites, des choses qui relèvent du prescripteur et puis des choses qui relèvent plus du médecin spécialisé, soit en psychiatrie et bien souvent en neurologie. Et il y a des neurologues qui sont très spécialisés dans les mouvements anormaux. Donc, première chose, essayer de switcher, de changer de neuroleptique en favorisant un neuroleptique de seconde génération. Et au sein des neuroleptiques de seconde génération, il est très clair que la kétiapine et surtout la clozapine sont des médicaments qui sont moins pourvoyeurs de dyskinésie tardive. Il faut faire attention parce que quand on switch d'un médicament à l'autre, parfois on a une exacerbation de sevrage du neuroleptique antérieur. Donc il faut quelques semaines, parfois quelques mois, et ça c'est assez difficile à tenir pour évaluer l'efficacité du changement de prescription. Deuxième élément possible, utiliser les posologies plus faibles en tenant compte de l'efficacité clinique. Troisième élément, se pose toujours la question de l'arrêt des neuroleptiques, c'est la question du bénéfice-risque. Et puis ensuite, il y a toute une série de prescriptions médicamenteuses qui sont, à mon sens, des prescriptions relevant de psychiatres expérimentés et de neurologues. Tout d'abord, deux classes de molécules, la tétrabénazine et puis surtout la valbénazine, qu'on n'a pas en France, qui est qui n'a pas la MM pour les dyskinésies tardives des neuroleptiques. Il y a tout un certain nombre de médicaments qui ont été utilisés avec un niveau de preuve faible à moyen, mais qui peuvent être utilisés. Certaines benzodiazépines, la menthaline, le baclofène, la vitamine B6, la mélatonine, puis des stratégies qui sont des stratégies de médecine spécialisée, comme la toxine botulique, et puis enfin le recours aux ECT et la stimulation cérébrale profonde qui, dans des cas réfractaires, peuvent être proposés à certains patients. Voilà en résumé les bonnes conduites pour la prise en charge et le traitement des dyskinésies tardives. Bien évidemment les reconnaître, documenter la sévérité et les formes cliniques pour repérer leur évolutivité, bien sûr faire un diagnostic différentiel et ne pas hésiter à mettre en place des examens de laboratoire et l'examen paraclinique pour éliminer une pathologie organique et une pathologie auto-immune, faire un examen neurologique et ne pas hésiter à demander un examen à un neurologue spécialisé des mouvements anormaux, discuter régulièrement avec les patients des options, arrêt de traitement, changement avec les aidants, faire un historique très précis des médicaments antipsychotiques et puis ne pas hésiter donc de passer à un médicament de seconde génération et clozapine ou kétiapine, essayer d'enlever ou de réduire les médicaments anticholinergiques et puis ensuite, si tout cela ne fonctionne pas, alors là c'est pour les patients qui sont dans des pays où ces médicaments existent, la valbénazine et le 2-tétrabénazine, pardon, excusez-moi. Puis enfin, si vous n'êtes pas dans ces pays, vous n'avez pas ces médicaments, vous avez toutes les stratégies que j'ai évoquées, et puis celles possibles dans des services spécialisés de neurologie ou de psychiatrie qui pourront proposer des traitements si cela est nécessaire. Juste pour terminer, ça c'est une revue de la littérature et une méta-analyse donc des nouvelles molécules développées dans le traitement des dyskinésies tardives. Donc il y en a deux qui ont un niveau de preuve assez grand, hein, donc le 2-trabénazine et la valbenazine, qui sont des médicaments qui ont été approuvés aux États-Unis dans le traitement des dyskinésies tardives. Voilà, en conclusion, prévenir, hein, les dyskinésies tardives, c'est vraiment de la prévention. J'ai essayé de vous donner les principaux facteurs de prévention. Bien évidemment, prévenir, c'est aussi rechercher systématiquement la survenue de ces effets secondaires. Et dès qu'ils apparaissent, il faut mettre en place des stratégies pour éviter que ces effets secondaires continuent. Et puis, dans les cas où cela n'a pas fonctionné, qui devraient être des cas assez rares, si on travaille de façon rigoureuse et continue, les traiter soit en adaptant les traitements, soit sans hésiter à demander l'avis d'un service psychiatrique spécialisé ou surtout d'un service neurologique. Je vous invite à lire cette revue de la littérature qui est parue dans l'Encéphale en 2016, qui est une très bonne revue de la littérature à mon sens. Et je n'ai pas de lien d'intérêt ni de conflit d'intérêt en 2019-2020.